merci beaucoup d'être avec nous pour le magazine de la santé et d'Allo Docteur en ce lundi de Pentecôte où nous sommes avec vous en direct avec Benoît. En direct. Et oui, bonjour Marina, bonjour à tous. Justement, ce lundi de Pentecôte, c'est une journée fériée, mais a priori pas chômée, en tout cas pas pour tout le monde. Donc cette journée de solidarité, on va voir à quoi sert l'argent qui est récolté durant cette journée. Ce sera dans le journal. Et puis dans l'actualité, on va parler d'un médecin qui avait fait un gâteau un peu spécial, un space cake, un gâteau au cannabis. Lors d'une réunion avec ses confrères, ça s'est pas très bien terminé. Et puis reportage sur les médecins spécialistes de la douleur qui sont inquiets de leur sort. Les centres antidouleurs ne vont pas très bien en France en ce moment. Dans les chroniques, la médecine interne avec Valérie Pourchet-Martinez, notre Dr House à nous, qui décrypte des cas compliqués. Et puis la psy avec Hélène Romano, on parlera traumatisme. Dans le carnet de santé, reportage sur les stents. Vous savez, ces petits ressorts que l'on installe à l'intérieur des artères pour éviter qu'elles ne se bouchent à nouveau. Eh bien, ces petits ressorts sont fabriqués à la main. Il y a presque 40 ans, le stent, ce petit tube grillagé, a révolutionné la prise en charge des maladies artérielles. Grâce à lui, il est désormais possible d'intervenir efficacement dans les artères avec seule une petite incision de quelques centimètres. In vivo, toute la semaine, nous serons avec les urgentistes du SAMU de Versailles, c'est dans les Yvelines, près de Paris, qui aujourd'hui vont intervenir auprès d'un homme qui a eu les jambes brûlées dans son entreprise. Pour que la brûlure ne s'étende pas, les pompiers ont appliqué des pansements refroidissants en gel. Mais avant leur arrivée, les collègues du blessé ont bien réagi, en refroidissant les brûlures à l'eau pendant un quart d'heure et en retirant le pantalon pour qu'il ne colle pas aux plaies. Et puis dans Allo Docteur, vers 14h30, on parlera de l'eau. Est-ce que vous êtes plutôt bouteille ou robinet? Non, robinet. Ah, plate ou bulle? Robinet, c'est souvent plat. Hein. Non mais... Parce que robinet à bulle, il y a des autres sources qui sont naturellement il y en a, c'est vrai. pétillantes. Alors plat et robinet. Plat et robinet. Ça vous intéresse? Sodium, potassium ou calcium? À ce qui sort de mon robinet, voyez-vous. D'accord. Bref, si vous avez du mal à choisir votre eau et que vous vous demandez laquelle boire, il faut rester avec nous jusqu'à 15h et poser vos questions au 41 555. Ça, c'est pour les SMS. allodocteur.fr, france5.fr ou encore hashtag santé F5 si vous tweetez. On commence avec l'actualité, le journal. Chômer ou travailler, telle est la question en ce lundi de Pentecôte, un jour pas tout à fait férié, et même pas du tout pour 3 Français sur 10 qui participent ainsi à cette journée de solidarité. Oui, le but c'est de redistribuer l'argent des salaires au profit des personnes âgées et des personnes handicapées. Mais combien cette journée rapporte-t-elle vraiment et comment l'argent est-il utilisé? Les explications, c'est avec Égère Clia, Marika Julien et Hervé Droguet. Vous allez bien? 30 milliards d'euros en 12 ans, c'est la somme récoltée depuis la mise en place de la journée de solidarité, instaurée les lundis de Pentecôte. De l'argent géré par la Caisse nationale de solidarité autonomie et redistribué aux agences régionales de santé et aux départements. 60% doivent être reversés aux personnes âgées et 40% aux personnes handicapées. Cet argent, concrètement, va au quotidien permettre de mieux accompagner les personnes âgées au travers de financement de certains postes, au travers de certains investissements, au travers d'une augmentation de l'APA, l'allocation personnalisée à l'autonomie. Donc c'est un mieux. Pour autant, depuis maintenant plus de 10 ans, c'est au total à peu près 5 milliards d'euros qui auraient dû être destinés parmi ces crédits à l'aide aux personnes âgées et qui ont été détournés par l'État au bénéfice d'autres objectifs. Mise en réserve des fonds, gel des crédits, les sommes censées financer les établissements spécialisés ne seraient pas intégralement utilisées par les agences régionales de santé. Autre institution visée, les départements qui distribuent l'allocation personnalisée d'autonomie. Récemment, le ministre du Budget a indiqué, comme ça de façon autoritaire, que 50 millions d'euros de la CNSA seraient destinés à l'aide au département. Sans en dire à quoi ce serait utilisé, sauf que nous avons bien compris que ça ne serait pas utilisé à l'aide aux personnes âgées. Donc par ces petits mécanismes qui se répètent chaque année, vous obtenez à la fin un total de 5 milliards d'euros qui auraient pu bénéficier aux personnes âgées, notamment en créant des emplois, et qui, in fine, sont allés financer d'autres mesures, qui peuvent en avoir besoin, ce n'est pas la question. Juste quand les parlementaires, la représentation nationale dit « nous affectons tant d'argent pour tel objectif », utiliser cet argent à autre chose, c'est un détournement d'argent.
Un détournement déjà constaté en 2010 dans un rapport de l'Inspection générale des affaires sociales. De son côté, la Caisse nationale de solidarité se défend de toute manœuvre de détournement et affirme que l'argent de la journée de solidarité sera bien redistribué. C'est une façon plutôt étonnante de fêter son anniversaire pour un médecin. Pour ses 67 ans, il est encore très jeune dans sa tête. Très jeune. Il avait préparé un gâteau au cannabis. Alors, en pleine conférence sur l'hypnose à Lyon, il a distribué des parts de gâteau à ses confrères, en précisant tout de même l'ingrédient un peu spécial incorporé dans ce gâteau d'anniversaire. Résultat, 7 personnes ont été prises de vomissements. 2 ont dû être transportées à l'hôpital pour y subir des examens. Le médecin pâtissier improvisé a lui passé le reste de sa journée d'anniversaire en garde à vue. Cette histoire est l'occasion de rappeler les risques de ces space cakes pour la santé. Utilisés dans les aliments, les effets du cannabis sont démultipliés parce que la totalité du THC, la substance active, est absorbée. Les effets se ressentent pendant 6 à 12 heures et peuvent provoquer fréquemment des problèmes cardiaques, des crises d'angoisse et des malaises. Ça a dû être sympa l'hypnose. Voilà ça, il y avait un lien à votre avis avec le congrès sur l'hypnose ou pas? Je ne sais pas, peut-être c'est une autre façon de planer. C'est ça, c'est ce qu'il a dû se dire. 300 000 personnes passent chaque année la porte des quelques 250 centres antidouleurs en France. Pourtant, certains médecins spécialistes de la douleur sont aujourd'hui inquiets pour leur avenir. Oui, en cause des départs à la retraite et une réforme des études médicales. Une de nos équipes s'est rendue dans un service de la médecine de la douleur. Objectif, comprendre ce qui fait la spécificité de ces professionnels de santé et recueillir leurs inquiétudes. C'est un reportage signé Rudy Bancard et Alexandre Delaval. Bonjour Madame Cauchois. Bonjour docteur. Pas besoin de passer au bloc opératoire. C'est la bonne nouvelle que ce médecin de la douleur vient de confirmer à cette patiente. Pierrette souffrait d'une névralgie faciale et le traitement médicamenteux qu'elle a reçu dans ce service spécialisé a finalement été suffisant. Donc là, vous vous sentez bien, vous n'avez plus de douleur. J'ai plus de douleur. Du tout. Non, non. Vous pouvez manger normalement. Oui. D'accord. Et ça, c'était pas possible avant. Oui, c'est génial, c'est vrai. Oui, oui. Ça fait plusieurs années que je ressentais cette douleur. Et puis, ça vous fait comme de l'électricité. Puis alors des brûlures. Enfin, il y a des fois, c'était intenable, la douleur. J'avais du mal à supporter, j'en aurais pleuré, tellement ça me faisait mal. Dans ce service, Pierrette a bénéficié d'un traitement adapté. Un antiépileptique qui, détourné de son usage, a fait disparaître ses douleurs au visage. Cette prise en charge met fin ainsi à des années d'errance médicale. C'est la spécificité des médecins de la douleur où on connaît bien ce type de pathologie. Il y a souvent un retard diagnostique parce que c'est une maladie qui reste rare et qui n'est pas très connue par les médecins. Et donc les gens souvent voient de nombreux médecins avant de trouver un médecin qui connaît cette pathologie et qui sait comment la traiter. Cette patiente a eu moins de chance que Pierrette. Les médicaments ont été inefficaces. Alors pour traiter sa névralgie faciale, il n'y a pas d'autre choix que la chirurgie. Là aussi, les gestes sont spécifiques. Seuls les médecins de la douleur savent les pratiquer. La difficulté, c'est de rentrer dans le cerveau par un tout petit trou qui fait 3 mm et de positionner l'aiguille de façon à ce qu'on soit dans la branche exacte du nerf que l'on veut chauffer. Elle, cette dame-là, elle a mal dans la mâchoire du haut. Donc il faut qu'on positionne ce petit bout d'aiguille dans la branche de la mâchoire du haut. Pour atteindre ce nerf, le médecin passe par la joue de la patiente et pour positionner l'aiguille au bon endroit, il utilise la radio. On va mettre maintenant à l'intérieur de cette aiguille la thermode qui va conduire à la chaleur. C'est ce fil qui va permettre de brûler le nerf responsable de la douleur. Encore 30 secondes. Le geste est de haute précision. Il ne faut pas endommager les vaisseaux aux alentours. L'opération est terminée. Voilà. En France, on est moins de 10 à pouvoir faire ce type de geste. Mais aujourd'hui, toutes ces compétences propres à la médecine de la douleur sont en danger. De nombreux départs à la retraite sont attendus dans les 5 prochaines années. Mais ce que craint par-dessus tout le professeur Seri, c'est une réforme des études médicales et l'incertitude qui plane sur la formation des futurs médecins de la douleur. Nous voulions justement à cette occasion que ça devienne une spécialité, que les médecins de médecine palliative et des médecins de la douleur deviennent une spécialité en tant que telle, comme les diabétologues, comme les cardiologues, comme les gynécologues. Ça ne sera probablement pas le cas. Nous sommes dans un flou très artistique à l'heure actuelle. On ne connaît pas le contenu de ce qui sera proposé et nous sommes très inquiets quant à l'avenir. Du côté des syndicats d'internes qui participent à l'élaboration de la réforme, on se veut plutôt rassurant.
Non, il n'y aura pas de disparition de la discipline. Les internes pourront toujours postuler à cette formation qualifiante. Il n'y aura pas de baisse d'effectifs au niveau de la discipline. Il y aura tout simplement une meilleure visibilité sur les conditions d'accès à la médecine de la douleur. Et donc, au final, tout porte à croire que les choses seront soit égales, si ce n'est mieux, par rapport à ce qui se passe actuellement au niveau de la médecine de la douleur. Pour être fixés sur leur sort, les médecins de la douleur devront attendre les conclusions de la réforme promise avant la fin de cette année. Une oreille de chat greffée sur un petit ours ou encore des jambes de chien pour réparer une biche. Alors, il ne s'agit pas d'un zoo. Ça ressemblait pourtant. Hein. Non, c'est pas un roman de science-fiction, mais de vrais peluches, non pas de vrais animaux. Rafistolés. L'objectif de ces doudous rapiécés, c'est de sensibiliser les Japonais aux dons d'organes pour les enfants. Alors, le principe est simple, on envoie un jouet abîmé en attente de greffe et un jouet donneur. Et quelques semaines plus tard, on reçoit le jouet tout neuf, réparé, comme par magie. C'est l'idée originale d'une agence de publicité nippone qui a lancé ce projet intitulé Second Life Toys. Parce qu'au Japon, le sujet du don d'organes est tabou. La législation est très contraignante. Oui, contrairement à la France où chacun d'entre nous est donneur d'organes par défaut, les Japonais, eux, doivent s'inscrire pour devenir donneurs et la procédure est longue. Résultat, 14 000 patients japonais sont en attente de greffe et le pays réalise seulement 300 transplantations par an contre 5 000 en France. Donc il y a encore du progrès à faire. On espère que cette campagne puisse faire bouger un peu les lignes sur le don d'organes dans ce pays. Fin de ce journal. Benoît, ferions-nous un rappel? Avec plaisir, Marina. À 14h20, in vivo, toute la semaine, aux côtés des équipes du pôle urgence du centre hospitalier de Versailles, un pôle qui regroupe le SAMU et le service des urgences de l'hôpital Mignot. Dans Allo Docteur, à 14h30, on répondra à vos questions sur les eaux en bouteille ou eau du robinet. On verra si elles sont toutes sûres, quelles sont leurs différences et leurs intérêts respectifs. Dans le carnet de santé, reportage en Lorraine, dans une usine où sont fabriqués à la main les stents, ces petits ressorts en métal placés dans les artères pour éviter qu'elles ne se bouchent. Et puis dans les chroniques, on va parler médecine interne avec Valérie Pourchet et puis psy avec Hélène Romano. Mais d'abord, on va retrouver nos invités. Léa a 9 ans. Un jour, elle découvre qu'elle est diabétique et à partir de ce moment-là, sa vie change, devient compliquée. Léa va devoir apprendre à vivre avec ce diabète, cette sale bête qui l'accompagne désormais partout. C'est l'héroïne de Les Îles désertes. C'est une pièce qui se joue jusqu'au 29 mai au théâtre Lucernaire. C'est à Paris. Un spectacle écrit à 4 mains par Avella Guillou et Rebecca Stella. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. On peut dire que vous savez de quoi vous parlez avec ce thème? On peut dire ça, oui. Oui. Hein, vous êtes toutes les deux enfants diabétiques et atteints de maladie cœliaque. Oui, c'est ça. Voilà. On a découvert ça à quel âge chez vos enfants respectifs? 2 ans pour mon fils. Et moi, 2 ans et 3 mois pour ma fille. Comment est-ce que vous étiez aperçu? Comment est-ce que vous êtes rendu compte qu'il y avait quelque chose qui clochait? Est-ce que c'est les médecins ou est-ce que c'est vous qui avez constaté Alors en fait, ce qui est dangereux avec le diabète, c'est qu'au début, on ne s'en rend pas compte. En fait, l'enfant est fatigué, il boit beaucoup, il perd du poids. Il a envie de faire pipi beaucoup. Voilà, il va beaucoup aux toilettes, tout ça. Chez un bébé, comme c'était le cas de nos enfants, c'est un petit peu... Voilà, il y a tout un tas d'autres maladies en fait qui peuvent justifier ces symptômes. Dans mon cas, je sais qu'on a, on est passé par plein de médecins. On a rencontré plein de médecins. Ça a duré assez longtemps. Et puis un jour, l'enfant n'allait vraiment pas bien, donc on est allé à l'hôpital et puis là, le diagnostic est tombé, quoi. Voilà. Alors que dans mon cas, ça a été diagnostiqué quasiment tout de suite. Moi, j'étais enceinte. Non, elle n'était pas encore dans un stade où c'était vraiment la grosse urgence, mais quand même, il fallait agir vite. Je venais d'accoucher de mon 2e enfant et elle a vomi et j'ai pensé juste qu'elle avait une gastro. Et donc, je suis allée voir le pédiatre qui la suit maintenant depuis longtemps, du coup, enfin depuis 5 ans. Docteur Chalem, qui a tout de suite réussi à diagnostiquer, qui m'a dit, parce que je disais qu'elle était très fatiguée, on mettait ça sous le compte de la grossesse, du fait qu'elle allait avoir un petit frère, et voilà, et elle l'a mise sur le pot, et elle a trempé une languette, elle m'a dit, il faut aller à l'écart. Et alors, cette maladie a été l'occasion pour vous de vous retrouver, parce que vous vous connaissiez, mais vous étiez perdu de vue. Oui, on était dans la même classe au cours Florent, il y a... 10 ans. 10 ans. Voilà. 7 ans. Voilà. C'est ça. Et puis après, on a chacune travaillé de notre côté. On était au courant de ce que faisait l'autre, voilà.
Mais on ne s'est pas vu pendant un bout de temps, en fait. On s'est retrouvés, en fait, parce que j'ai vu sur le site d'une amie qui fait des gâteaux, des cupcakes sans sucre. C'est pas les space cakes, hein, c'est les cupcakes. Et qui s'appelle Chloé Saada, qui a donc une boutique dans le 18e qui s'appelle Chloé S. Et j'ai vu un petit commentaire d'une jeune fille qui s'appelle Avella. Je n'en connaissais pas 10 000 et je me suis dit, tiens, c'est drôle, c'est particulier. Et puis son fils Lélio, qui est quand même un nom aussi un peu théâtral, et je me suis dit, c'est incroyable. Et moi, je venais de savoir que Yael était diabétique, donc du coup, on s'est retrouvés par ce biais-là. Voilà. Et puis on s'est dit, c'est quand même trop dommage. On est auteurs toutes les deux, on est metteurs en scène toutes les deux, on est comédiennes toutes les deux. Et on a cette histoire-là, toutes les deux. Oui, quand même. Allons-y. On va voir tout de suite un extrait de la pièce pour bien comprendre que la difficulté pour ces enfants, c'est pas que leur maladie, c'est aussi leur entourage et notamment leurs copines et leurs copains. Je me demande ce que vont dire mes copines, j'ai peur. Salut. Tu vas trop manquer. Bah alors, c'était où? Parce que je t'envoyais plein de textos sur le portable de ta mère et tu répondais jamais. C'était quoi? C'était des vacances surprises à la mer et que tu m'as pas emmenée, c'est ça? En quelque sorte. Eh, regarde. J'ai des bons becs plein la poche gauche. À la récré, on fait un carnage. Eh, ça sonne là! Ok. Il me reste un peu de temps pour trouver le moyen d'annoncer à Sophie les changements intervenus dans ma vie. Bah Léa, tu viens? Oui, j'arrive. Est-ce que je serai toujours sa copine si je mange pas ses bonbons? Léa! Oui, j'arrive. Est-ce que je serai toujours sa copine si je mange pas comme elle à la cantine? Léa! J'arrive. Est-ce qu'elle me regardera elle aussi avec un air bizarre quand elle saura? Est-ce qu'elle me traitera différemment? Est-ce que je serai toujours sa copine? 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 Alors, est-ce que pour vos enfants, ça s'est bien passé, l'intégration à l'école? Alors, c'est un gros dossier, l'école. Je dirais qu'avec les enfants, entre enfants, ça se passe bien, plutôt bien. Voilà. Ils ont expliqué? Moi, mon fils est quand même assez pudique. Je crois que c'est le cas de ta fille aussi. Ils n'ont pas forcément envie que ça se voit, que ça se sache. Après, ça se sait forcément, puisque voilà. Mais les questions se répètent quand même. Voilà. Enfin, chaque année, c'est à chaque fois une vraie conquête. Pourquoi tu manges pas de bonbons? Pourquoi? Voilà, Oui, et puis la pompe pourquoi qui se voit avec un cathéter. Voilà, maintenant, le nouveau petit freestyle libre là, qui se voit aussi voilà, pour le les filles, en tout mode cas. sur le bras. Et puis le repas différent à la cantine aussi. Mais entre enfants, ça se passe plutôt bien. Alors, il est où le problème? Le problème, ça va plus être avec les adultes, en fait. Le problème de la prise en charge de la responsabilité d'un enfant qui a besoin d'un petit peu plus de soins, qui a besoin d'un petit peu plus d'attention, qui a besoin d'un parcours particulier dans l'école. On peut aussi, on a eu quelques soucis, pareil, des parents. Oui, il y a une scène dans la pièce Voilà. où finalement l'irrationnel l'emporte sur le savoir, avec une maman qui ne veut pas accueillir. Alors ça, on l'a vécu. Toutes les scènes qui sont dans le spectacle, c'est du vécu. C'est du vécu. Et Léa ne peut pas aller à un anniversaire parce que la maman de la copine ne veut pas prendre le risque d'avoir un enfant diabétique à un goûter d'anniversaire. Oui. Alors, c'est souvent les adultes ne se rendent pas compte de la sagesse des enfants diabétiques qui savent, en fait, qu'ils peuvent pas. Ils prennent en main depuis qu'ils sont tout petits. Hein. Oui, voilà, et puis je pense qu'ils ont aussi la mémoire de ce qu'ils ont traversé parce que voilà, ils avaient pas d'insuline et trop de sucre. Donc ils savent très bien qu'ils peuvent pas manger beaucoup de bonbons, qu'ils peuvent pas, et ils profitent du coup de l'anniversaire d'une autre manière, tout simplement. On fait quoi dans ce cas-là en tant que parent? On s'énerve ou on explique? On explique, on s'énerve d'abord. On s'énerve tout seul. C'est pas juste, c'est pas juste, c'est pas juste. Et puis après, on explique, et puis finalement, c'est la différence. Enfin, ça part de la différence, et c'est ça aussi que je voudrais rajouter sur la pièce. Bien sûr, ça part du diabète de type 1. Mais on a rendu ces petits épisodes de vie qu'on a vécus un peu plus fiction. En l'élargissant, en le décalant un petit peu, c'est pas du mot à mot. Oui, ça pourrait correspondre à toute maladie, exactement, à tout handicap, toutes les différences. Et voilà. On va regarder comment ça chamboule aussi la vie de la famille dans un extrait. Oh, Léa, j'ai trouvé au magasin bio des gâteaux super pour toi, bouge pas. Ma mère, elle est à fond les manettes. Elle a lu tous les livres, regardé tous les sites, étudié de fond en comble toutes les recettes. Elle est capable de dire, rien qu'en le regardant, le nombre de glucides dans un repas. Elle déchiffre les étiquettes des paquets de gâteaux au supermarché. Et elle calcule, elle calcule, elle calcule, elle calcule, elle calcule, elle calcule, elle calcule. Regarde! Et elle teste les nouveautés. Qui sont au demeurant dégueulasses. Oui, voilà. Rebecca, comment on fait pour pas se
pas centrer toute la famille, toute l'histoire de la famille sur la maladie de son enfant. Il y a d'autres enfants, il y a la vie qui continue. Alors l'idée, c'est que ça devienne banal, finalement. Pour Yael, en tout cas, notre quotidien, j'imagine que pour les enfants qui ne seraient pas diabétiques, se laver les dents, se laver les mains, ça fait partie des choses de la vie de tous les jours. Eh bien, nous aussi, le changement de cathéter tous les 3 jours, le fait d'attendre avant de manger, de faire une glycémie, de rajouter de l'insuline si besoin, tout ça est devenu presque comme un état plus que comme une maladie. C'est-à-dire que son état, c'est diabétique. Elle, quand elle est malade, c'est j'ai une gastro, j'ai un rhume, voilà. Et son état, c'est qu'elle a besoin par moment d'un peu plus de sucre, enfin qu'on trouve le fameux équilibre. Et vous arrivez à pas trop vous inquiéter pour elle ou à pas trop le montrer? On arrive à pas trop s'inquiéter, d'abord parce qu'ils sont plus forts que nous, les enfants diabétiques. Voilà. Mais est-ce que vous êtes passé par un stade un peu de je veux tout maîtriser, un peu hystérique, comme vous le montrez dans la pièce? Comme je disais, tout est vécu. Hein, donc voilà, ce sont des scènes que nous avons vécues. Et oui, on calcule tout le temps. On calcule tout le temps. Maintenant, c'est devenu automatique, on ne se rend plus compte qu'on calcule. Mais il y a surtout un moment où on s'inquiète tellement pour tout que la nourriture, les repas, ça devient quelque chose de compliqué en fait. C'est-à-dire qu'on a peur, on se dit mais est-ce que ah mon Dieu, j'ai mis une demi-cuillerée à soupe de riz en plus, ça y est, ça va être l'angoisse et tout. Puis au bout d'un moment, c'est les enfants qui nous rassurent en fait. Ils nous rassurent. Moi j'ai vu Yael plusieurs fois dire à des maîtresses. On respire, vous allez y arriver. Voilà. Pour la glycémie, ou pour elle avec 4 ans et demi, tout va bien, ça va. Et moi, parfois aussi, quand le cathéter est bouché, parfois il y a des petits phénomènes qui font aussi partie de notre quotidien où d'un coup on sent que, au début, c'est vraiment l'angoisse en fait, quand il y a quelque chose qui se passe comme ça. Et puis c'est l'enfant juste qui nous regarde avec des yeux tellement sûrs de ça va aller. Avella, votre fils a une petite sœur. Oui. Comment elle vit la maladie de son frère? Alors elle est née, son frère était déjà diabétique, donc ça fait partie de sa vie, de son quotidien. Elle a passé beaucoup de temps à demander quand est-ce qu'elle aurait sa pompe à insuline. Voilà, elle trouvait ça super cool, en fait. Elle le vit plutôt bien. Alors le diabète, et comme toutes les maladies de ce genre, ça prend beaucoup de place. C'est-à-dire que effectivement, ça fait partie de notre quotidien, mais ça prend quand même de la place dans le quotidien. Donc, de temps en temps, voilà, on a un petit peu marre, mais voilà, elle le vit plutôt bien. Elle s'inquiète pas. Et puis, elle est fière de son frère aussi. Elle est fière de ce qui se passe. Elle est fière. Je crois que ça revient vous aussi, comme ça. Mon fils, c'est ça aussi. Oui, il est très protecteur avec sa grande sœur. Très prévoyant quant aux hypos, aux hyper. Il me dit là, elle a besoin de se reposer. Alors, il s'angoisse pas plus que de mesure, parce qu'il a 4 ans et demi. Donc, mais il fait attention quand même. Et puis, il a envie de la défendre quand il sait qu'il y a un petit copain. Parce que les copains d'Yael, parfois, c'est pas si simple que ça, pour elle, en tout cas, sur la différence. Et lui, il dit moi, quand je serai dans la même école, je te défendrai. Il y a quelque chose de très protecteur, en tout cas. Merci beaucoup. Donc, votre spectacle Les îles désertes, mis en scène donc, par vous deux et interprété par vous et par Caroline Stella. Interprété par vous deux et par Jean Avocat. Jean Avocat. C'est ça. Jean Avocat. Bon, moi, ami avocat, d'accord. Avocat. Se joue donc au Lucernaire, c'est à Paris, jusqu'au 29 mai. Et après, il y aura une tournée. Oui, on a quelques dates qui en train de se mettre en place. Très bien, on mettra ça sur ledocteur.fr. Merci. Merci beaucoup. Merci. Tout à l'heure, donc à 14h30 à l'eau docteur, on va parler de l'eau, du robinet, en bouteille, plate, gazeuse. On verra si certaines sont meilleures que d'autres et comment elles sont contrôlées. Cristalline, pure, naturelle, des vertus qui ont conquis de nombreux adeptes. On consomme en moyenne 118 litres d'eau minérale par an. Mais une fois sorties des nappes phréatiques, comment être sûr que ces eaux tiennent leurs promesses? Pour le savoir, direction Arcachon, où l'on puise depuis 60 ans une eau minérale réputée pour sa pureté. Et je vous rappelle que nous sommes en direct et donc vous pouvez nous adresser vos questions soit par SMS au 41 555, soit par internet allodocteur.fr, france5.fr ou via Twitter #santéf5. Ne vous inquiétez pas, tout ça arrive dans le même tuyau et on peut choisir ainsi vos questions indépendamment du moyen que vous utilisez. On accueille nos chroniqueurs. Dans quelques instants, on fera de la psy avec Hélène Romano. On parlera traumatisme et notamment traumatisme collectif. Bonjour. Bonjour. On va commencer avec la médecine interne avec Valérie Pourchès. Bonjour. Bonjour Marina, bonjour Benoît. Pourchet,
Pourquoi j'ai Pourchet? Pourchet. Pourchet. Alors, cette spécialité, la médecine interne, donc les médecins y ont recours quand ils ont du mal à établir un diagnostic. C'est un peu les super médecins généralistes. Et aujourd'hui, vous allez nous raconter l'histoire d'une patiente qui est venue consulter pour des ecchymoses diffuses. Tout à fait. Madame A 45 ans et est hospitalisée pour des ecchymoses diffuses, c'est-à-dire ce qu'on appelle plus vulgairement des bleus, et des saignements au niveau de la muqueuse du nez et des gencives. Donc, comme d'habitude, l'interniste commence par l'interrogatoire. Oui, c'est le point clé. En fin de compte, Madame A n'a pas d'antécédents, pas de consommation d'alcool ni de toxiques, parce que certaines drogues peuvent provoquer des symptômes identiques. Et en fin de compte, elle décrit surtout depuis quelques semaines une fatigue, une pâleur de la peau et des conjonctives, un saignement dès qu'elle se brosse les dents. Et elle nous dit vraiment c'est la première fois qu'il m'arrive ce type de choses. Est-ce que vous avez déjà une idée de quelque chose? Alors déjà à ce stade, le premier point c'est que chez quelqu'un qui a des ecchymoses diffuses, on veut être sûr qu'on n'est pas dans le cadre de sévices causés par une tierce personne. Et donc des ecchymoses seraient liées à un traumatisme répété. Donc ça, c'est le premier point. Et puis être sûr qu'on n'est pas aussi dans une maladie de la coagulation. C'est-à-dire que certains globules ou certains facteurs normalement présents dans le sang pour éviter les ecchymoses seraient défectueux. En fin de compte, Madame A nous dit non, j'ai pas eu du tout de traumatisme vis-à-vis de quelqu'un extérieur. Je n'ai pas de maladie de la coagulation. Vous parlez de maladie de la coagulation. Certaines leucémies peuvent se révéler comme ça ou pas? Oui. Parfois, oui, c'est ça. D'accord. Tout à fait. Et donc, elle n'a pas du tout de maladie de la coagulation, dans sa famille non plus. Elle nous dit par contre avoir aussi des œdèmes des membres inférieurs qui se sont aggravés ces derniers temps. Alors, il y a un autre détail qui attire votre attention. Une question de pilosité. Tout à fait. En fin de compte, après l'interrogatoire, on examine les patients, comme toujours. Et ce que l'on remarque, c'est que ces poils sont en tire-bouchon. Un aspect de tire-bouchon au niveau des membres inférieurs. Et puis l'examen de ces gencives montre des gencives qui sont inflammatoires, hypertrophiées, et des dents qui bougent et des dents qui sont déjà tombées. On rappelle qu'elle n'a que 45 ans, c'est ça? À 45 ans, c'est pas classique. Non, bien heureusement, ce n'est pas classique. Alors, il y a certaines pathologies purement dentaires qui peuvent s'accompagner comme ça de perte de dents. Mais chez une dame qui n'a pas d'antécédents, qui a d'autres symptômes généraux, il faut rechercher autre chose. Alors, donc on a une atteinte de la peau, une atteinte des gencives et des dents, des œdèmes, des bleus, des poils en tire-bouchon. Est-ce que tout ça vous conduit... Surtout les poils en tire-bouchon. Ah ouais, ça m'aide pas. Les poils en tire-bouchon, j'aimerais bien avoir une photo du poil en tire-bouchon, si vous voulez. Tout ça vous conduit à trouver la maladie? Alors c'est vrai que surtout l'atteinte des dents accompagnant les autres symptômes fait évoquer ce qu'on appelle un scorbut. Pas très fréquent aujourd'hui quand même. Non, c'était une maladie plus ancienne. Les marins. Tout à fait. Tout à fait, on va en reparler. C'est une maladie liée à une carence très profonde en vitamine C qui va se manifester chez l'homme dans sa forme grave par une fatigue, par une pâleur, par ses ecchymoses diffuses, par des hémorragies et par, au stade ultime, la perte des dents. Comment est-ce que vous confirmez le diagnostic? Alors on va dire que le diagnostic est assez simple. On demande un dosage dans le sang de la vitamine C qui s'est avéré être indosable. Pour cette patiente, tellement il n'y en avait pas, donc c'était 0. Alors les autres vitamines aussi étaient plutôt basses. Et en fin de compte, ce qui va permettre de confirmer le diagnostic, c'est le fait de donner de la vitamine C va corriger les symptômes. Ça peut mettre 48 heures pour les signes généraux, 15 jours pour les ecchymoses. Pour les dents, c'est plus compliqué. Alors, pour bien comprendre cette maladie, il faut comprendre que la vitamine C, elle n'est pas produite et elle n'est pas stockée dans l'organisme. Tout à fait. Donc, zéro production, zéro stockage. Donc, il faut un apport extérieur qui est basé sur un régime alimentaire riche en fruits et légumes frais. D'où le slogan consommer 5 fruits et légumes par jour. C'est pour couvrir les besoins nécessaires à l'être humain au quotidien. Alors, qu'est-ce qui peut causer un scorbut en 2016 chez quelqu'un, chez une patiente? En fin de compte, en reprenant l'interrogatoire, Madame A nous dit être partie au Népal 2 ans auparavant, pendant plusieurs mois, et elle a été un peu séduite, on va dire, par les conditions de vie et les conditions alimentaires locales, où elle s'alimentait de riz, de lentilles et de légumes. Et du coup, à son retour, elle a voulu modifier son alimentation. Elle n'a mangé que du riz et du poisson. Elle a oublié les légumes. Plus de fruits, plus de légumes. Donc du coup, au bout de plusieurs semaines, apparaissent les signes de scorbut. Alors je l'évoquais, c'était une maladie qui était quand même assez fréquente chez les marins à l'époque. Tout à fait, c'était bien décrit chez les marins du 15e au 17e siècle, où on a eu de nombreux équipages qui ont été décimés par cette maladie. Ils ne mangeaient que des conserves, pas de fruits et de légumes frais, évidemment. Mais il faut savoir qu'à Paris, il y a une quinzaine d'années, il y a eu une étude chez les sans domicile fixe. Plus de 70%
d'entre eux avaient une carence en vitamine C et des signes de scorbut. Donc une maladie ancienne certes, mais à l'heure actuelle, dans certaines populations où selon, on va dire, le mode de vie, sur le plan alimentaire, on peut retrouver des scorbut. Alors, ce qui est intéressant dans votre histoire, c'est qu'on constate que pour un cas comme ça qui est compliqué, potentiellement grave, vous n'avez pas eu besoin d'une batterie d'examens complémentaires, d'imagerie, etc. Pas de scanner, pas d'IRM pour arriver au diagnostic finalement. Pour une fois, on n'a pas eu besoin de tous ces examens. Non, juste un simple dosage dans le sang, donc c'est tout bête. Hein. On prend un petit tube du sang, on l'envoie au laboratoire, on a la réponse dans la journée. Et si cette patiente vous est adressée, c'est parce que son généraliste ne trouvait pas... C'est exactement ce que j'allais dire. L'origine de la maladie? C'est souvent comme ça. C'est souvent comme ça en médecine interne. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, la maladie a tellement été oubliée qu'un médecin généraliste n'y pense pas. Tout à fait. Parce que le diagnostic est assez simple à faire une fois qu'on a eu oui, l'idée. oui, mais il faut juste y penser. Et certaines maladies, on n'y pense plus parce qu'on se dit qu'elles sont totalement... Voilà, d'un notre temps, comme la tuberculose, comme la syphilis, mais le scorbut aussi, c'est des maladies qu'on voit toujours. Merci beaucoup. Merci. Dans notre carnet de santé, on va vous parler des stents, ces petits ressorts en métal qui sont placés dans les artères pour éviter qu'elles ne se bouchent. Les médecins les introduisent via la radiologie interventionnelle en faisant seulement une petite incision. Généralement, c'est au niveau de l'aine que ça se passe. C'est de la chirurgie dite mini-invasive. Alors, nous sommes allés voir comment ces stents sont fabriqués. Direction la Lorraine, dans une petite usine qui les fabrique à la main. Reportage avec Mathilde Lyotard, Thomas Buyer et Adeline Salapac. Il y a presque 40 ans, le stent, ce petit tube grillagé, a révolutionné la prise en charge des maladies artérielles. Grâce à lui, il est désormais possible d'intervenir efficacement dans les artères avec seule une petite incision de quelques centimètres. Sa fonction, dilater les vaisseaux rétrécis par une pathologie. Une fois mis en place, il peut rester à vie dans le corps humain. Mais avant d'être posé dans le vaisseau d'un patient, il a fallu créer cet outil fantastique. Si aujourd'hui, la plupart des stents sont fabriqués à échelle industrielle, il existe encore de rares sociétés qui privilégient la méthode artisanale. Et c'est à quelques kilomètres de Metz, depuis cet atelier, que tout commence. C'est ici que travaillent de concert une poignée d'ingénieurs et de techniciens. Alors ici, c'est la toute première étape de fabrication où en fait on va fabriquer les outillages qui vont permettre de fabriquer le stent. On développe des fichiers 3D et ensuite l'ordinateur va faire parvenir ces fichiers à l'imprimante 3D. Donc on le voit ici, on a le fil qui est mis sur la bobine qui permet d'alimenter le petit moteur et donc on voit le moteur qui petit à petit imprime l'outillage. Une fois le modèle terminé, la technicienne de fabrication peut commencer le travail laborieux du tissage. Alors on retrouve ici donc, le gabarit qui a été imprimé en 3D précédemment. C'est à partir de cet outillage qu'on va pouvoir tresser le stent. Alors, il est tressé avec un fil, donc on a les bobines juste en dessous. Donc c'est du nitinol, c'est un alliage de nickel-titane. Donc c'est un alliage qui est biocompatible, c'est-à-dire qu'une fois dans le corps humain, il n'y aura pas de rejet. Donc on peut l'utiliser pour faire des implants, de l'instrumentation, etc. L'avantage du tissage à la main, l'utilisation d'un seul et même fil pour la totalité du stent. Cela permet aux extrémités du tube d'être arrondies et donc moins agressives pour les tissus du corps humain. Il faut rester concentré du début jusqu'à la fin. Bon, ça, suivant la dimension du stent, ça peut durer d'1 heure jusqu'à 4-5 heures, tout dépend de la dimension. Piquer, tirer, piquer, tirer, c'est parti pour presque 2 heures de tissage. Cette étape est très minutieuse et délicate, car si Fabienne commet la moindre erreur, tout est à refaire. Quant au fil, à ce moment de la fabrication, il est encore fragile et peut casser à tout moment. Là, j'ai terminé. Je vais démonter le stent. Je vais le démailler du gabarit et je vais le mettre sur un tube, justement pour donner sa forme. Et pour que cette forme devienne définitive, le stent passe par l'étape du traitement thermique. Là, on est à l'étape où on met le stent au four. Placer le stent au four à une température bien précise va permettre à Fabienne de lui donner une forme qu'il reprendra toujours, même s'il est déformé. C'est l'une des capacités si particulières du nitinol, ça s'appelle la mémoire de forme. Veines, artères, œsophage, intestin, ici on trouve des stents de toutes les formes, plus ou moins alambiqués.
Mais pour chacun, c'est toujours la même exigence de résultat. On demande à un stent d'être au départ super élastique pour sa mise en place, c'est-à-dire quand on va l'introduire dans le corps humain, on utilise les propriétés super élastiques de ces matériaux très particuliers. Et ensuite, il faut une tenue mécanique et une tenue aux agressions, on va dire chimiques, qu'il peut subir à l'intérieur du corps humain. Quelques dizaines de minutes plus tard, le stent de Fabienne sort du four. Merci. Alors voilà, le stent est maintenant terminé. Donc on a fini la réalisation du stent. Il va être maintenant livré à une autre entreprise pour réaliser la stérilisation et le packaging du stent. Si l'usage du stent est aujourd'hui très répandu dans le monde, il n'en reste pas moins en constante évolution. Cette société développe notamment le stent sur mesure. Ça, c'est fascinant. Eh bien, nous avons tous appris quelque chose autour de cette table. Tout est automatisé pour tout. Et là, on fait à la main le stent. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Exceptionnel. C'est incroyable. Incroyable. Très intéressant. On va passer maintenant à la psy avec Hélène Romano, qui est psychologue clinicienne. La semaine dernière, on avait vu ce qu'était un événement traumatique, cette confrontation à la mort en face. On va voir aujourd'hui les conséquences qui peuvent se manifester après un traumatisme. Et on va se demander si tout le monde est touché de la même façon face à ce type de situation. On imagine que non. Alors non, il y a différents niveaux déjà par rapport à l'exposition. Il y a ce qu'on appelle les impliqués directs, c'est-à-dire ceux qui sont blessés, ceux qui étaient dans l'événement et qui vont souvent être particulièrement sensibles et à risque de présenter des troubles parce qu'ils sont confrontés à leur propre mort, ils ont entendu, ils ont senti, ils ont vu, donc ça c'est tout à fait particulier. Après on va avoir les impliqués secondaires, c'est souvent les proches, la famille, ils n'étaient pas dans l'événement mais ils se sont inquiétés, ils sont très concernés, des fois ils sont endeuillés si la personne impliquée directe est décédée. Et puis on va avoir un troisième niveau qui sont les impliqués, on va dire tertiaires, mais qui sont à prendre en considération. Par exemple, dans une école ou dans une entreprise, c'est les camarades ou les collègues qui connaissent de près de loin la personne blessée ou décédée. C'est vraiment la communauté, le quartier, les voisins. Donc ça va très rapidement faire des possibles dommages collatéraux. Et est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on peut dire que lorsqu'il y a des attentats ou des catastrophes importantes, l'ensemble de la population subit le traumatisme ? Oui, on peut le dire, et l'exemple des attentats le montre, parce qu'il y a une forme d'identification projective. Et on a bien vu, si on reprend les attentats de janvier et de novembre, ça a été différent. En janvier, les gens se sont dit, bon, ce sont des dessinateurs, c'est bien circonscrit, c'est particulier. Il n'y a pas eu le même niveau d'angoisse, d'anxiété que les attentats de novembre, où c'était des gens en concert au Bataclan, à un café tranquille, qui se sont fait tuer. Donc je peux me mettre à la place d'eux. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement violent pour les gens, de se dire, mais j'aurais pu être là. Pardon, est-ce que c'est ça qui a fait que, en tout cas dans l'image que ça a renvoyé, il y a eu presque plus de solidarité, on était plus capable d'être solidaires vis-à-vis des gens de Charlie Hebdo et que l'angoisse a pris le dessus sur les attentats de Paris ? L'angoisse a pris le dessus justement parce qu'on s'est mis à la place d'eux et on a vu aussi qu'il y a eu beaucoup plus de rituels au moment des attentats de novembre. Les Parisiens en particulier, mais au niveau national, ont eu besoin de ritualiser sur place, sur les lieux, de façon très, très longue, sur plusieurs semaines, par des bougies, des fleurs, des messages. Alors que pour Charlie, c'était quand même un petit peu différent et ça n'a pas été aussi long. Donc l'appropriation de l'événement n'était pas le même. Les réseaux sociaux, les chaînes d'information en continu, etc., ça majore tout ça. Aïe, aïe, aïe. Oui, ça majore parce que le traumatisme vient dans votre salon, vous allumez la télé, on oublie des fois de l'éteindre parce qu'il y a une forme de fascination. Et ça contamine aussi parce que sur les premiers temps, les journalistes sont aussi contaminés. On voit bien, il n'y a pas forcément le son, il n'y a pas forcément la réflexion, l'analyse des images. Quand on est à T0, ils filment, ils sont dans le même état que le téléspectateur. Les images en septembre, c'est tout à fait révélateur. Alors, pour ça, ça a été en boucle, les ça a été en boucle, et on voit bien l'impact traumatique pour les enfants qui n'ont pas vu 2 avions, mais des milliers d'avions. Pour la Fermera, ils n'ont pas vu un tueur, mais des milliers de tueurs, et tous les gens avec un casque à moto étaient dangereux, sauf peut-être avec les croissants, mais on voit bien que l'impact à ce moment-là est très particulier. Et au moment des attentats, la couverture médiatique aussi fait que les gens ont eu beaucoup de mal à faire la part des choses, mais c'est logique, puisqu'on est face à l'image et l'image est chez nous.
C'est ce que vous appelez les impliqués, ce que vous appelez les impliqués collatéraux. Les impliqués collatéraux, c'est-à-dire qu'on peut véritablement être traumatisé par des images qu'on voit en boucle. Il y a des gens qui ont fait des cauchemars par rapport aux images qu'ils voyaient, par rapport au bruit, par rapport au son. À un autre niveau, bien sûr, que ceux qui étaient là, mais tout de même, on voit que ça a marqué. Surtout les tout petits, qui ont vu des images en boucle et surtout qui ont vu leurs parents prostrés derrière la télé, plus disponibles, pleurant, énervés, les enfants ne sachant pas pourquoi. Alors, à quel niveau se manifestent les troubles ? À plein de niveaux, au niveau individuel, au niveau familial, au niveau collectif, au niveau social déjà, au niveau scolaire, au niveau somatique, au niveau psychologique. Donc c'est vraiment un champ extrêmement variable, d'où la nécessité de prendre en charge de façon très individuelle les événements traumatiques, les conséquences, mais prendre en charge l'individu, la personne concernée, mais dans sa vie, dans son environnement. On voit bien que si on prend en charge qu'un enfant ou qu'une personne endeuillée, sans faire attention aux proches, c'est très compliqué. Et qu'est-ce qui est le plus difficile pour les personnes qui sont touchées ? C'est ce sentiment d'étrangeté. Ils ont été sur une autre rive, ils ont vécu autre chose, la vie n'est plus la même. L'expérience de la mort vous change, vous bouleverse, et les repères sont plus les mêmes, la représentation de soi est plus la même, ce qui fait que c'est pas évident parce qu'on se sent tout à fait soi-même et les autres vont le percevoir aussi. Donc il faut continuer de vivre. Quand on n'a pas été blessé physiquement, c'est compliqué. Entre autres, si on prend les attentats, ceux qui n'ont pas été blessés physiquement, mais qui ont été traumatisés, la blessure psychique, c'est vraiment une blessure invisible. Bah, les proches leur disent, voilà, reprends la vie, t'es même pas mort. Et ça, on l'entend souvent, t'es même pas mort. Et c'est extrêmement violent pour ceux qui ont survécu. Voilà, pour les proches qui ont eu peur que leurs parents soient morts, qui le récupèrent vivant, est-ce qu'ils arrivent à comprendre que la vie sera plus jamais, ou en tout cas longtemps plus comme avant? Non, c'est très difficile. Au début, il y a un moment d'euphorie, ça y est, il est vivant, ou même blessé, mais il est vivant. Il y a beaucoup d'attention les premiers jours. Après, il n'y a plus grand-chose, parce que les vivants reprennent leur rythme, et puis la famille, elle n'a qu'une envie, c'est de reprendre la vie d'avant. Sauf que la personne qui a été exposée à la mort, elle ne sera plus jamais la même. Elle peut continuer d'être, bien sûr, mais plus jamais la même. Donc il y a ce décalage-là. Au début, beaucoup d'attention. Et puis après, les proches continuent. La société, on voit bien, là, par rapport aux attentats, les Français ne veulent plus trop en entendre parler. Mais ceux qui sont blessés, ils ont encore besoin d'en parler. Donc c'est ce décalage qui est très compliqué. Il faut s'apprivoiser mutuellement, sans vouloir comparer toujours à ce que c'était d'avant. Et ça, c'est un vrai travail psychologique pour tout le monde. Ce que vous décrivez, ça ressemble pas mal à ce qu'ont vécu aussi des gens qui sont restés otages longtemps, quelque part. Tout à fait. Qui voudraient, qui ne reprennent pas leur vie d'avant. Et il y a un grand hiatus avec les proches. Voilà, c'est ça. C'est le fait qu'il y a le moment idéal, grande fascination, grande attention. Et puis après, ça tombe. Et c'est souvent à ce moment-là que les troubles apparaissent et les personnes victimes disent souvent là je suis tout seul, il n'y a plus personne. Ce qui veut dire qu'au sein d'une famille ou d'un couple, il y a beaucoup de malentendus qui vont surgir. Il faut presque reconstruire une relation comme au démarrage? Oui, il faut réapprendre, réapprivoiser, il faut être infiniment patient. Dans un couple, et même des parents par rapport à un enfant qui a des crises, qui pleure, les parents vont dire il est capricieux, il est colérique. En fait, non. Il peut avoir des symptômes, il y a des réactivations traumatiques. Dans un couple, celui qui était exposé, il n'a plus les mêmes envies, il voit la vie autrement, il a d'autres valeurs. Et si ce n'était pas les vôtres au départ, il faut retrouver son rythme. Donc à la fois, c'est très créatif, parce qu'il faut réapprendre à se connaître soi-même et connaître les autres. Et en même temps, il faut être sacrément patient, et ce n'est pas toujours évident. Donc il faudrait mettre en place des temps pour aider les aidants. On le fait pour un tas de maladies, j'entendais par rapport au diabète, l'Alzheimer, mais pour les blessés psychiques, on n'y pense pas. Pourtant, c'est très important. Oui, pour les aidants des blessés psychiques, c'est pour accompagner. Pour les blessés psychiques, il faudrait, évidemment, mais pour les aidants des blessés psychiques, ça serait très important. Qu'ils apprennent à savoir, qu'ils apprennent à accompagner leurs proches et à revivre avec eux. C'est vraiment dans le temps, parce que des fois, il n'y a pas de blessure tout de suite, des fois, c'est très longtemps après, et si c'est 6 ans après que vous vous effondrez, les proches vous disent, mais attendez, c'est fini, c'est fini, ouais. C'est compliqué. Merci beaucoup. Demain, sachez que Gérald Kierzek, dans sa rubrique Urgence, nous parlera des accidents d'exposition sexuelle. On verra ce qui est fait aux urgences. Un accident d'exposition sexuelle, ça veut dire par exemple un préservatif, par exemple. Et puis mercredi, avec Gilles Godgebur, on parlera de sport et notamment de tennis avec le début de Roland Garros dans quelques jours. C'est l'heure d'In Vivo.
Et cette semaine, In Vivo nous fait découvrir le pôle de l'urgence du centre hospitalier de Versailles, au sud des Yvelines, un pôle original puisqu'il regroupe le service des urgences de l'hôpital Mignot, le SMUR de Versailles et le centre d'appel du SAMU, le centre 15. Et son activité, il faut le savoir, connaît une constante progression, mais pas question pour autant de transiger sur la qualité des soins. Ici, les médecins peuvent par exemple partager leur activité entre le SMUR et les urgences, une passerelle qui leur permet de mieux se comprendre et donc de mieux collaborer pour le bénéfice des patients. Reportage de Brigitte Grudler, Peter Bolton et Julie Legros. Centre hospitalier de Versailles, hôpital Mignot. Service d'urgence, SMUR, SAMU, Centre 15, leur activité ne cesse d'augmenter et les équipes s'épuisent. Pour faire face et améliorer la qualité des soins, tous ces services se sont regroupés. Objectif, une médecine d'urgence nouvelle qui fonctionne en synergie au sein d'un même pôle, immersion. Une équipe du SMUR de Versailles est appelée aux ateliers municipaux de Bougival car un employé vient d'être victime d'une brûlure aux jambes. À l'arrivée des secours, les pompiers sont déjà sur place. Bonjour messieurs. Alors, le monsieur de 65 ans, bonjour monsieur. Il travaillait dans son atelier, il était en train de meuler. D'accord. Il s'est enflammé. Alors, il avait un produit dessus, on ne sait pas trop. D'accord. Donc au départ, il était refroidi et déshabillé par ses collègues. D'accord. Donc nous, à l'arrivée... Donc immédiatement. Ouais, nous, on a juste rincé et posé. Très bien. Alors, je vais regarder si vous voulez bien. Du coup, pour que la brûlure ne s'étende pas, les pompiers ont appliqué des pansements refroidissants en gel. Mais avant leur arrivée, les collègues du blessé ont bien réagi en refroidissant les brûlures à l'eau pendant un quart d'heure et en retirant le pantalon pour qu'il ne colle pas aux plaies. Des premiers gestes essentiels pour limiter la gravité des blessures. Allez-y, ça me fait pas mal. Bah ouais, je vois ça, mais vous êtes... C'est que depuis le début, il n'a pas de forte douleur. Ça augmente un petit peu à droite, mais pas plus que ça. D'accord. C'est lui qui a enlevé la peau qui le gênait. D'accord, mais vous êtes hyper résistant, vous. Une brûlure, c'est très douloureux. Même si cet homme est particulièrement résistant, une perfusion dentalgique sera nécessaire pour nettoyer ses plaies. Ça risque de pas être très agréable, hein. Pour l'instant, je vais juste, histoire de nettoyer vraiment très légèrement les résidus qu'il peut y avoir. Parce que le risque dans les brûlures, derrière, c'est les infections. Là, la peau, elle va partir toute seule hein, quand ils vont faire les soins. Ces pansements sont provisoires. Mais même pour la courte durée du trajet, il est indispensable de protéger les plaies. Et ben voilà, on est emballé. C'est bon. On va pouvoir y aller. Je vais prévenir votre épouse qu'on va décoller. On remballe. Bonjour. Donc là, on va l'emmener aux urgences de Mignot. Mais vraiment, c'est pas un type de brûlure qui semble extrêmement inquiétant. Et simplement, la peau, elle sera jamais aussi jolie qu'avant. Ah oui, mais c'est pas grave comme brûlure. D'accord hein. Donc on va bien s'occuper de lui, il n'y a pas de problème. Il s'agit de brûlures au second degré. Elles concernent moins de 4% de sa surface corporelle, ne touchent ni articulation ni muqueuse et ne s'étendent pas sur le visage. Un transfert dans un centre de grands brûlés n'est donc pas nécessaire. C'est bon, allez on y va. 1, 2, 3. Arrivé à l'hôpital, l'équipe du SAMU passe la main au service des urgences. Tous se connaissent bien car ici les médecins partagent leur temps de travail entre les deux services, une mutualisation des équipes qui améliore la prise en charge. C'est vrai que comme on travaille ensemble, c'est la même équipe. Donc là, pour le coup, je sais que je vais donner mes consignes à l'infirmière. Elle va sortir le protocole de service, elle va appliquer les soins. Et puis ensuite, le patient, il va ressortir quand les pansements seront faits. En général, il y a quand même une prise de sang et on les réadresse en consultation de pansement. C'est pas n'importe qui fait ces pansements-là, au moins dans un premier temps, parce qu'il faut que ça soit fait dans des conditions particulières et s'assurer que ça ne se surinfecte pas. Bonjour monsieur. Oui, madame. Je suis l'infirmière, c'est moi qui vais faire votre petit pansement de brûlure. Allez-y. D'accord? Et Marion, l'aide-soignante. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous avez mal déjà? Ok. Pas du tout mal? Pas du tout mal. Ok. Je commence monsieur, si ça vous fait mal, vous le dites. D'accord? On va peut-être couper un petit peu là, il y a les petites peaux sur le côté. Oui, Ça va monsieur? Ça va. Ouais. N'hésitez pas, hein. Non. Ça va? Je vois bouger alors. Non, mais j'ai bougé peut-être, mais ça me fait rien.
L'infirmière pose sur les plaies un pansement enduit de gel de silicone. Placé sous décompresse, il va favoriser la cicatrisation en gardant un milieu humide. C'est bon, vous pouvez reposer. C'est pas trop serré? Ça pue pas? Non, ça va. Cet homme pourra rentrer chez lui dès ce soir. Il devra juste revenir dans quelques jours pour refaire ses pansements. Un peu plus loin, dans le box de déchocage, un homme vient d'arriver, le visage en sang. Ça va, pas de douleur? Non? Un peu à la langue? Pas beaucoup. Pris de convulsions sur son lieu de travail, il a perdu connaissance et s'est blessé au visage en tombant. À son arrivée à l'hôpital, il a un autre malaise lors d'une nouvelle crise. Le médecin a diagnostiqué une épilepsie. Le docteur Koukabi, qui dirige le service des urgences, se rend à son chevet. D'accord. Là, vous ne pouvez pas aller retourner travailler. Hein. Pour l'instant, vous ne pouvez pas y aller. Vous avez fait... Alors, est-ce que vous buvez de l'alcool? Qu'est-ce que vous buvez? De la bière? Bière, vin, tout. Et vous avez arrêté quand? Samedi, vous avez arrêté. C'est peut-être ça aussi, parce que ça fait 2 jours que vous avez arrêté, vous tremblez un peu. Et ça veut dire que vous êtes en manque d'alcool. D'accord? Et le manque d'alcool, c'est bien d'arrêter de boire, mais il faut que vous soyez supplémenté avec des vitamines. Sinon, vous faites des crises d'épilepsie. Là, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Vous avez fait une crise dans la rue et une crise à l'arrivée aux urgences. Il va falloir qu'on vous garde, qu'on contrôle tout ça, qu'on vous soigne avant de vous mettre, vous autoriser à sortir. La crise convulsive, c'est assez brutal, perte de connaissance, perte du tonus, on tombe, on ne peut pas contrôler, ce qui est à l'inverse un malaise vagal où la tension baisse, on ne se sent pas bien, on se retient au mur, on a le temps de s'asseoir. Là, c'était une crise d'épilepsie avec des mouvements assez violents dans tous les sens. Là, on attend d'aller passer un scanner cérébral pour aller vérifier qu'au niveau cérébral, il n'y ait pas d'hémorragie ou d'hématome, même si l'examen clinique est parfaitement normal. Et après, je vais le garder en surveillance chez nous, sous traitement, pendant au moins 24-48 heures. Et quand ça ira mieux, il pourra sortir. Le scanner ne révélera aucune lésion et le patient pourra sortir dès le lendemain. Toute la semaine, on retrouvera ces équipes qui prennent en charge différents patients. Benoît, un mot sur la série In Vivo sur les familles de migrants qu'on a diffusée la semaine dernière. Hein. Oui, vous avez été nombreux à nous demander comment venir en aide à la famille Husseini ou à Sahana et son bébé que nous avions suivi en particulier. Sachez qu'un collectif d'aide a été mis en place par les bénévoles. Vous pouvez donc envoyer des dons au collectif parisien de soutien aux exilés via leur site web qui va s'afficher www.exileparis.org. Et puis pour ceux qui veulent proposer un hébergement, il y a également un site dédié pour cela, c'est www.refugeesathome.me, j'allais dire .me, enfin vraiment américain. Tout ça, vous le retrouvez sur allodocteur.fr, bien sûr, si vous n'avez pas eu le temps de noter. Un appel à témoins sur les allergies alimentaires. Poissons, crustacés, œufs, moutarde, fruits à coque. Vous avez une ou plusieurs allergies alimentaires. Eh bien, votre témoignage vous intéresse. Pour venir sur ce plateau, merci de nous appeler au 01 58 88 85 21. Et puis, vous ne bougez pas. Dans quelques instants, on va parler de l'eau. On va essayer de choisir au mieux notre eau. À tout de suite.